évoquer ce qui se passe aux États-Unis, où la mort d'un manifestant, Alex Pretty, tué par la police de l'immigration à Minneapolis, provoque un vaste mouvement de contestation. Les élus démocrates, les anciens présidents même, appellent la population à se soulever. Lui, Trump, soutient ses agents, mais il dépêche quand même l'un de ses responsables de la politique anti-immigration sur place à Minneapolis. On fait le point avec Vincent Fernandez. Malgré un froid polaire, les habitants de Minneapolis se sont relayés à la nuit tombée pour rendre hommage à Alex Pretty. Cet infirmier de 37 ans a été tué samedi par la police fédérale de l'immigration, l'ICE. Un peu plus tôt, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans la ville pour dénoncer les pratiques de cette police. Car avant Alex Pretty, début janvier, Renee Good a elle aussi été tuée dans des circonstances similaires dans la même ville. Nous sommes occupés par des meurtriers ignobles. Ils tuent des gens dans les rues. Cela doit cesser. Dehors la police de l'immigration. Plusieurs vidéos amateurs de la scène ont été publiées sur les réseaux sociaux. On y voit des officiers de l'ICE encerclés de personnes. Un homme est maintenu au sol. Au bout de quelques secondes, des coups de feu retentissent. Alex Pretty est tué. Selon les autorités, il était armé d'un pistolet semi-automatique. De son côté, Donald Trump soutient les agents et impute la situation à l'opposition démocrate. Malheureusement, 2 citoyens américains ont perdu la vie à cause de ce chaos provoqué par les démocrates. Parmi les leaders démocrates, Barack Obama dénonce l'attaque des valeurs fondamentales. Il appelle à un sursaut, comme Bill Clinton. Il appartient à tous ceux d'entre nous qui croient en la promesse de la démocratie américaine de se lever, de s'exprimer. Ils accusent également l'administration Trump de mentir et la tient responsable de l'aggravation de la situation. Voilà comment ce qui s'est passé aux États-Unis, Alain Bauer. On voit que Trump dépêche son responsable de la politique anti-immigration sur place. Il voit bien quand même que là, ça prend des proportions assez importantes et inquiétantes. La gestion de l'immigration, elle a toujours été compliquée aux États-Unis. Déjà, je dirais, sous le premier mandat de Trump. Pareil, Joe Biden. On se rappelle que la construction du mur a démarré sous Joe Biden. Là, c'est une continuation, ce qui se passe aujourd'hui. Alors, d'abord, il y a 13 millions de clandestins aux États-Unis estimés, comme nos 600 000... à 800 000. Ou à 800 000, c'est pareil, environ 13 millions. Mais c'est une population qui a énormément changé. Elle est passée d'une population de réfugiés cubains ou mexicains à des centra-américains. Et on a vu apparaître peu à peu une diversification des réfugiés avec des Somaliens, ce qui est le cas au Minnesota, et donc des populations qui se sont extraordinairement diversifiées, qui ne correspondent plus tout à fait à l'habitude d'intégration traditionnelle du melting pot américain. Deuxièmement, la politique anti-immigration est très ancienne aux États-Unis et elle fait partie d'un lot commun. Tout le monde annonce officiellement qu'il lutte contre l'immigration clandestine avec des versions différentes, régularisation pour les uns, le système DACA, permettait d'accueillir les enfants en disant ils ont un droit à l'espoir et un jour peut-être deviendront-ils, ou l'intégration par l'armée, où un très grand nombre d'enfants de clandestins ou de jeunes clandestins, en s'engageant, deviennent peu à peu carte verte, donc résidents, puis citoyens américains. Et donc le processus américain est un processus où l'immigration est le moteur de la démographie et de l'économie américaine, et donc tout est hypocrite. On dit qu'on lutte contre l'immigration, mais ça sert beaucoup à augmenter une population d'un pays qui est né et qui ne vit que de l'immigration, les seuls propriétaires historiques étant les Sioux et quelques autres qui n'existent plus, comme chacun a pu constater. Deuxièmement, la politique de Donald Trump contre l'immigration reste majoritairement populaire. Ce sont les méthodes de l'ICE qui créent aujourd'hui une rupture. Pourquoi ? D'abord, ce n'est pas les 2 premiers morts, contrairement à ce qu'on a dit, il y en a déjà eu une dizaine. Mais les autres étaient des immigrés clandestins ayant un passé souvent criminel, fuyant l'ICE. Donc ça ne provoquait que quasiment pas de réaction. Là, il s'agit de 2 citoyens américains, blancs, exerçant leur droit constitutionnel à la protestation. Or, c'est le cœur du mouvement MAGA. La vérité, c'est notre liberté, le mouvement libertarien, où l'État ne doit rien empêcher que ce qui est strictement nécessaire, c'est-à-dire grosso modo la défense nationale, la lutte contre l'immigration, etc. Et là, la contradiction est ce qui est en train de fissurer le mouvement MAGA. Je peux même vous montrer un document que j'ai reçu ce matin. Donc je suis adhérent d'une organisation, je appartiens aux académiques, qui s'appelle l'Association des chefs de police américains, qui est ultra-trumpiste. C'est-à-dire quand Donald Trump vient à l'Assemblée générale, c'est tout juste, il ne se casse pas les sièges en hurlant Trump, Trump, Trump. Le démocrate est assez rare.
Moi, je suis un spectateur extérieur, c'est toujours assez curieux de voir ce mouvement. Et que dit le document, Alain ? Eh bien, il dit le moment est venu d'arrêter, de se réunir et de faire en sorte que les polices locales, les polices d'État et la police fédérale se remettent en ordre, car ce que fait l'ICE est en train de mettre à bas la sécurité publique des États-Unis. Okay. Ça, c'est le cœur des forces de la garde prétorienne du mouvement MAGA, ce que sont les shérifs et les polices locales. Et ça, c'est un événement. C'est pour ça que Trump annonce que oui, mais bien sûr, il était armé, ils étaient dangereux, ce sont de dangereux terroristes, gauchistes, tout ça. Et en même temps, il se rend compte qu'il y a une fissure chez lui. Donc il dit, Greg Bovino, le patron de l'ICE, est en fait un peu dangereux parce qu'il est très dur. C'est une police qui est montée de toutes pièces. Elle est passée de 10 000 à 30 000 hommes, avec beaucoup d'anciens Wagner, de ce type-là, de gens qui étaient aussi mercenaires en Irak, etc., et qui ont trouvé un emploi, c'est très bien payé. Ça a recruté massivement, c'est mal formé. Et d'ailleurs, eux-mêmes ne respectent pas leurs propres procédures. C'est d'ailleurs une partie de la difficulté. Donc, ce qui se produit sur l'immigration, ce n'est pas une remise en cause de la politique anti-clandestin, contrairement à ce que tout le monde raconte. C'est une remise en cause des pratiques de l'ICE dans des villes où elle a une responsabilité bizarre. Ils viennent de se prendre 2 défaites judiciaires, parce que l'ICE avait décidé qu'on pouvait entrer sans mandat dans les maisons, parce qu'à partir du moment où on recherchait un clandestin, il n'y avait plus le droit. Alors ça, les libertariens, jamais. Un de ces hommes était armé, mais a été désarmé, tiré 10 balles dans le dos, et même pour un fervent supporter de Donald Trump, ça passe pas. Éric Revel. Oui, il y a évidemment une énorme fissure dans le camp MAGA. Vous citiez, je ne connaissais pas cette association garde prétorienne, mais il y a Joe Rogan, vous savez, cet influenceur qui a fait campagne pour Trump, qui est suivi par 20 millions de personnes sur YouTube, et qui a qualifié ICE de Gestapo. Oui. Donc en fait, on voit bien ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, dans les derniers sondages que je regardais, même du côté des Républicains, ils sont en train de lâcher Trump, non pas sur sa politique anti-immigration, mais sur l'utilisation d'ICE. Puis pardonnez-moi, on ne peut être que choqué par ce qu'on a vu. René Good, qui a été tué également, qui était une citoyenne américaine, mais là, les images qu'on voit, bon, moi j'ai lu, mais je n'étais pas sur place, donc je fais confiance aux papiers que j'ai lus. Le type avait été bien armé comme plein d'Américains le sont. Il a été désarmé, il est plaqué au sol et il prend 9 balles dans le corps. Donc si vous voulez, je pense que les États-Unis sont sur une ligne de crête en interne qui est très, très dangereuse. Alors, je ne sais pas comment Trump va sortir de cela, parce que là, il a eu des mots plus que forts. Il explique que ce sont des terroristes, gauchistes. Mais comment est-ce qu'il rétablit la situation ? Parce que là, il menace d'envoyer l'armée maintenant pour rétablir. Donc, en fait, il est dans dans une espèce de spirale. Je ne sais pas comment il en sort. Alors justement, c'est tout le sujet de votre livre, Alain. C'est le pouvoir des mots. Et ce que disait Eric, il emploie des mots très forts. Mais c'est justement ça. C'est sa force politique. C'est qu'il utilise des mots simples, directs, affirmatifs, et qu'il en fait une véritable stratégie politique. Ce n'est qu'une stratégie. Parce que nous réagissons à la provocation. Nous pensons que ce sont des divagations alors que ce sont des digressions, et qu'il fait en sorte que nous ne soyons que réactifs à des mouvements extraordinairement rapides, parce qu'il intègre toute la politique comme une télé-réalité permanente. Nous voyons Donald Trump dans une conférence de presse ici. Voilà. Non, lui, c'est tout le temps. J'étais aux États-Unis il y a 10 jours, sur Fox News, comme sur CNN, la chaîne de droite comme la chaîne de gauche, on va dire, pour faire simple. En fait, ils passent leur temps à avoir du Trump tout le temps, dans sa golfette, en train de faire une conférence de presse, un entretien, dans l'avion, tout le temps. Et donc, il sature totalement l'espace médiatique et il hyperbole. Mais en même temps, il y a un autre Trump, celui que je suis allé chercher en 1987, qui est le Trump qui est posé, rationnel, bien éduqué, qui parle un anglais tout à fait parfait et même assez sophistiqué, et qui est le Trump qu'on ne regarde pas tellement nous sommes en réaction permanente à ces provocations. L'autre Trump, il fait du business. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut, et il sait comment le gérer. Et il passe d'un coup à l'autre, avec de temps en temps des réactions égotiques indiscutables, mais sur le fond, quand vous le regardez de loin, quand vous cessez de réagir à tout le temps, vous vous rendez compte que tout est pensé, tout est stratégique, tout est écrit. 87 dans son papier du New York Times qu'il achète à prix d'or, $100 000. Voilà ce que je ferais si je m'occupais de la politique étrangère. 2000 dans son livre The America We Deserve. Voilà ce que je ferais si j'étais président. Parce qu'il a essayé 4 fois d'être président avant d'être élu. Et puis, depuis lors, un Trump qui vous montre, ce qu'il veut en privé, qui est sympa, empathique. Vos collègues du New York Times ont passé 4 heures avec Trump, ils l'ont trouvé extraordinaire. The Atlantic qu'il déteste, qu'il insulte, qu'il conchit, si je peux me permettre.
Il l'invite à la Maison-Blanche à 3h du matin, il est là, et il lui fait la visite, les machins, sympa, tu reprendras bien un petit café, un petit croissant, tout va bien, la famille, les enfants. Et l'autre vient et il fait 33 pages d'articles, halluciné, parce qu'il vient de découvrir le Trump empathique et sympa. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un premier Trump façonné par Roy Cohn, l'avocat du macartisme, l'homme qu'on voit derrière McCarthy au moment de la commission des activités anti-américaines, un très jeune avocat excellent, brillantissime, qui va être l'avocat de Fred Trump puis de Donald Trump, et qui lui dit, écoute, ça c'est simple, page 19, vous avez les 5 règles du Trump. La première, c'est n'avoue jamais. La deuxième, c'est ne t'excuse jamais. La troisième, c'est parle plus fort que les autres. Et la quatrième et cinquième. Et donc, il applique cette règle depuis 40 ans. Sauf que nous avons été les seuls à ne pas nous en rendre compte, alors même qu'il passe son temps à nous l'écrire et à le dire. 2, il est transparent. Pas d'hypocrisie. Il dit ce qu'il pense ce qu'il dit. Et il le fait en direct, tout en ayant une arrière-pensée qui ressemble assez à regarder ma main gauche, et ma main droite, elle, va directement vers votre portefeuille. Et nous nous sommes focalisés sur la main gauche, en étant soit à plat ventre, et donc Trump ne vous respecte pas, soit en ayant été un peu résilient, et on attend que ça passe, et il y en a quelques-uns qui sont résistants, et Trump vous respecte. C'est pas que ça va améliorer votre vie, mais dans sa tête, vous venez subitement d'exister. Et c'est ça qui est intéressant chez Trump, sur les politiques migratoires, comme sur le Groenland. Demain, l'Alberta, province du Canada, qui pourrait bien récupérer s'il avait 3 minutes. Sur l'ensemble de ces pratiques politiques, on voit un Trump qui va. Il a dit beaucoup de mal des soldats britanniques en Afghanistan, et il vient de faire un rétropédalage. Par ailleurs, et français. Européen. Il a dit européen. Européen, il ne nous a pas cité spécifiquement, mais les Anglais ont très mal pris la chose. Le roi lui a envoyé un petit mot en disant là, Donald t'exagère, et donc il a fait un rétropédalage, parce qu'il a reçu un mot du roi d'Angleterre sur le thème là, t'as déconné. Et donc, il y a soudain un moment Trump de attention, quand on me résiste, alors à ce moment-là, je commence à travailler. Et sa chef de cabinet expliquait dans une interview qui n'aurait jamais dû paraître, des mystères de la vie, des incompréhensions, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Il y avait un Louis de Ragnel qui traînait par là, et tout d'un coup, le truc sort, et en fait, elle dit, en fait, Trump, c'est assez facile, dans 99% des cas, il insulte, il provoque, etc., et les gens se couchent, et donc il gagne un temps fou. Dans 1%, il résiste, et alors il prend le temps. Et c'est ça que nous avons le plus grand mal, nous, à comprendre dans notre adaptation à la réalité du Trump. Et Gauthier Lebret, on se demande si Emmanuel Macron a bien le manuel, le mode d'emploi pour Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grande différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui parle et qui ne fait rien, et il y en a un autre qui parle et qui fait beaucoup. Alors évidemment, il y a ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, et puis parfois on peut entendre d'ailleurs des anciens conseillers de Donald Trump dire la guerre civile va arriver en Europe. On voit qu'en matière de guerre civile, les États-Unis n'ont pas beaucoup de leçons à nous donner. Il n'empêche que si je regarde le bilan de Donald Trump, sur l'Iran, les bombardements, la première salve de bombardement contre les infrastructures qui permettait à l'Iran de développer une bombe atomique ont été un très grand succès, et on attend de voir s'il va intervenir pour libérer une bonne fois pour toutes le peuple iranien des mollahs. Il y a eu cette réunion dans le bureau ovale absolument historique quand il a réuni dans la même pièce les responsables de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie qui se faisaient la guerre, enfin surtout l'Azerbaïdjan qui mettait en place une épuration ethnique au Karabakh et qui donc s'en prenait directement aux chrétiens d'Orient et aux Arméniens. Il y a eu des succès comme ça très francs de Donald Trump. Et sur la politique migratoire, évidemment ce qui se passe là est insupportable, mais on voit bien qu'il y a eu des résultats là aussi. Quand il prend une liste de pays, plus de 70 pays, et il dit c'est 0 visa du jour au lendemain, c'est ce qu'on est incapable de faire, nous, en Europe, avec des pays qui nous défient et qui prennent même des otages français. Alain Bauer, Trump, le pouvoir des mots, c'est votre livre chez First. Un porte-avions américain est arrivé dans le Golfe. Oui. L'Iran met en garde contre une intervention. Vous pensez qu'une intervention militaire américaine est possible ? Alors, d'abord, il n'avait pas de porte-avions. Vous savez qu'il y a 11 groupes aéronavals américains et il n'y en a que 5 opérationnels, ce qui montre l'état de déliquescence de l'US Navy, qui elle-même le signale en disant « nous sommes surpassés par les Chinois, il va falloir faire un gros effort ». Deuxièmement, il n'y avait pas d'opération dans le Golfe. Là, il y a une douzaine de bâtiments de surface et autant de sous-marins, à peu près l'équivalent de 500 Tomahawk disponibles. Ce sont les missiles qui ont été aussi efficaces, même s'ils n'ont pas été assez efficaces, parce qu'il reste encore un petit peu de plutonium qui traîne, d'après les Israéliens. Je ne me permettrai pas d'aller au-delà de ces sources-là, mais en tout cas, ils sont bien informés sur le sujet. Il y a environ 500 avions qui ont été installés, mais il y a un problème, qui n'est pas la capacité de Donald Trump de frapper l'Iran. Il aimerait frapper l'Iran, ne serait-ce que pour rendre la monnaie de la pièce de 1979, l'infamie qui a été l'attaque de l'ambassade américaine, qui permet de justifier tout ce qu'on veut du point de vue américain sur l'Iran. Il manque un remplaçant.
Il y a une à remplaçante à Khamenei, Caracas, qui est la vice-présidente, qui avait été déjà traitée par Marco Rubio, le secrétaire d'État et conseiller secrétaire. Il n'y a pas de remplaçant à l'ayatollah Khamenei. Et c'est le problème majeur que les Américains ont. Ils veulent bien bombarder quand on veut, mais pas pour créer un chaos et un désordre. Ce que les Saoudiens, les Émiratis, mais aussi les Israéliens lui rappellent qui est le remplaçant. Et pas plus Madame Machado au Venezuela que le descendant du Shah, M. Pahlavi, ne semble faire le poids du point de vue des Américains. Tant qu'il n'y a pas de remplaçant, il y aura peut-être des bombardements, mais il n'y aura pas de changement de régime.